Après plusieurs mois de concertation avec la communauté scientifique, les parlementaires, vous vous souvenez tous du débat parlementaire de novembre dernier, les élus et les associations, nous avons élaboré un texte permettant l'indemnisation des victimes, et je dis bien des victimes et non pas de la totalité des personnes qui ont été présentes sur le site, comme j'ai pu l'entendre dans la bouche ou dans les textes d'un certain nombre de vos collègues. Il ne s'agit pas d'indemniser les 150 000 personnes qui ont participé aux essais, dont la plupart d'entre eux sont en parfaite santé. Pour l'ensemble de ces essais, nous disposons des documents permettant de connaître les doses reçues dans chaque zone. Les 70 000 personnes pouvant être exposées disposaient d'un dosimètre individuel mesurant leur exposition, et la défense avait effectué des relevés d'ambiance sur les zones environnant les essais pour, là encore, en mesurer l'exposition. Alors là, tout simplement pour contredire, mais de manière complètement factuelle, les propos du ministre, c'est pas vrai. Puisque nombre de travailleurs polynésiens, d'anciens vétérans, et d'ailleurs de travailleurs qui étaient intégrés dans des sociétés à qui on a sous-traité telle ou telle tâche sur les sites polynésiens, à ma connaissance, donc ceux de l'atoll de Moruroa, de Fongataufa ou l'atoll de Hao, n'avaient pas de dosimètre, puisqu'ils n'appartenaient pas donc au corps militaire. C'était des personnes qui étaient intégrées dans des sociétés qui étaient sous-traitantes pour le gardiennage ou telle chose sur place, et donc ils n'étaient absolument pas couverts ou en tout cas assujettis à la pose d'un dosimètre sur leur uniforme. Ils n'avaient d'ailleurs absolument aucun uniforme de protection contre les rayonnements ionisants. Par ailleurs, en Polynésie, lors de ces essais, les navires, avec le personnel, étaient mis à l'abri au vent à une distance de sécurité en fonction de la puissance de l'explosion. Mis à l'abri au vent, en sécurité, par rapport à la puissance de l'explosion. La division des avions escorteurs mettait 1 heure pour arriver sur le point zéro, ce qui veut dire qu'elle était peu ou prou à 35 km du point zéro, sachant qu'à l'époque on développait des énergies jusqu'à 50 fois Hiroshima. Cela veut dire que les Japonais qui auraient été irradiés à plus de 20 km du point zéro à Nagasaki et Hiroshima sont des affabulateurs. Quelle est la situation actuelle? Aujourd'hui, les régimes d'indemnisation diffèrent selon le statut des victimes ou des malades. Militaires, travailleurs civils ou population. Militaire, c'est le code militaire, le code des pensions. Travailleurs civils, c'est le code de la sécurité sociale. Et population, si c'est en Polynésie, c'est le régime de sécurité sociale de la Polynésie. Les anciens travailleurs polynésiens des sites d'expérimentation et les populations des îles ou des atolls, des Gambiers, de Tureia, de Reao et de Pukaroa peuvent y consulter pour un bilan médical individuel un médecin militaire mis à disposition du ministère polynésien de la Santé. Il y a eu dernièrement à ce sujet un reportage sur une chaîne télévision nationale où on interrogeait les gens qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un médecin militaire débarquer chez eux pour faire un quelconque suivi. Je vais même aller un petit peu plus loin, parce que le ministre va certainement parler du numéro vert un petit peu plus loin. Ce numéro vert n'a jamais fonctionné, et des aveux même des collaborateurs du ministre, les gens qui étaient là pour faire le suivi médical ou le contrôle médical n'avaient absolument aucune formation là-dessus. Deuxième mesure. Les 8 personnes irradiées lors de l'accident Beryl du 1er mai 62 se sont vues proposer un bilan médical complet. Quand j'entends dire que les 10 personnes irradiées au cours de l'accident Beryl se sont vues proposer un suivi médical, ce n'est pas 10 personnes qui ont été irradiées à l'occasion de l'accident Beryl, ce sont des centaines de personnes. C'est un accident nucléaire majeur. La montagne, on le sait, a explosé et le nuage s'est dirigé vers les militaires qui participaient aux essais. Et on est là dans une situation de contamination radioactive extrêmement forte pour des gens qui ont été amenés parfois à retourner sur le terrain qui avait été très fortement contaminé le lendemain pour récupérer
des objets ou des matériels qui avaient été oubliés ou abandonnés. Donc là encore, on a une vision qui est une sorte de vision édulcorée d'une situation qui est beaucoup plus tragique que celle qui est décrite par le ministre. Elles sont informées sur les services, ces personnes, sur les services et les administrations à contacter pour obtenir leurs dossiers médicaux et leurs relevés dosimétriques si cela s'avère nécessaire. Un numéro vert. Alors, je voudrais faire une observation sur ce point-là. Il a toujours été indiqué, c'était le discours officiel, que chaque militaire, chaque vétéran avait la possibilité de solliciter une copie de son dossier médical dans les archives nucléaires. En réalité, cette possibilité-là est très très limitée, extrêmement limitée, et en réalité, elle laisse encore une fois aux autorités de l'État un contrôle et une maîtrise complète de ce processus-là, puisqu'en réalité, c'est une copie à distance qui est demandée de documents, mais en réalité, le travailleur ou le vétéran n'a pas accès à la consultation de son dossier. Il ne peut en réalité avoir que ce que veulent bien, parce que le ministère veut bien lui communiquer, à savoir uniquement d'ailleurs, il n'a aucune possibilité de vérifier véritablement la véracité de ce qui lui est communiqué et ce qui existe véritablement dans les archives, les relevés dosimétriques et autres. 5e mesure. Un numéro vert avait été mis en place pour délivrer toutes les informations utiles à l'établissement des dossiers. Je voulais même le numéro 0810 007 025. J'espère qu'il marche, monsieur. 6e mesure. J'ai confié une étude épidémiologique, c'est extrêmement important, de mortalité concernant les anciens travailleurs du Centre d'expérimentation du Pacifique à un organisme indépendant. Alors, un mot sur les deux expertises dont on nous parle, les études dont les conclusions devaient être déposées avant la fin de l'année, l'étude de morbidité et de mortalité sur 30 000 participants au tir, travailleurs polynésiens ou militaires, et l'étude concernant les données de radioactivité relevées à l'occasion de chacun des tirs. Aucune étude n'a été publiée jusqu'à présent. Ces résultats sur cette étude épidémiologique seront connus en septembre 2007. Et elle sera complétée 2009, et elle sera complétée par une étude de morbidité, c'est-à-dire sur les principales maladies des vétérans. Les rapports ont été rendus au ministère en décembre 2009. Nous sommes à la mi-2010. La loi est passée, le décret est passé. On n'a toujours pas le rapport public du taux de morbidité, du rapport public de Sepia Santé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça cache? Ces deux études épidémiologiques qui porteront sur 30 000 personnes permettront à la commission médicale qui sera chargée d'examiner les dossiers d'avoir, à travers cet échantillon, une analyse extrêmement précise de la situation par rapport à 30 000 personnes de la population française n'ayant pas participé à des essais. Cette étude épidémiologique qui a été entreprise et confiée à un organisme indépendant, c'est une très très bonne chose, effectivement. Il faut évaluer le dommage. Le problème, le hic c'est qu'en Algérie, au Sahara, il n'y a pas eu ni d'études épidémiologiques, ni d'études de morbidité. Deuxième étude, il a été demandé à 2 professeurs de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine de consulter avec l'habilitation secret défense l'ensemble des archives du ministère afin d'établir pour chaque essai des données précises sur les conditions de réalisation de ces essais et notamment sur tous les éléments d'ambiance connus pour chacun d'entre eux. Je me pose la question, pourquoi cette même possibilité n'est pas offerte à 2 professeurs algériens qui pourraient aussi, dans ce même cadre, pouvoir étudier ces archives dans leur aspect sanitaire et uniquement sanitaire, et je dirais aussi humanitaire. Ces résultats seront connus avant la fin de l'année, c'est-à-dire que nous aurons ainsi avant la fin de l'année une étude épidémiologique massive sur 30 000 personnes, sur les 150 000 personnes ayant participé aux essais. Nous aurons une étude de morbidité complémentaire et nous aurons enfin une étude menée par 2 grands professeurs de médecine à qui on a ouvert tous les placards, toutes les armoires
et tous les cartons pour qu'ils puissent sur chaque essai avoir l'ensemble des analyses qui ont pu être effectuées et des relevés qui ont pu être effectués. Nous ne savons pas qui sont ces deux professeurs de médecine. Pour qu'au moment où la commission médicale sera chargée d'examiner les dossiers, elle puisse se reposer sur des études extrêmement sérieuses et les plus fines possibles. Et je ne comprends pas pourquoi on ferait une différence entre des parlementaires, des élus nationaux de la République, qui pourraient également aussi avoir accès à ces archives nucléaires, à ces archives, en tout cas pour le volet médical, et pourquoi ce serait à deux professeurs donc, de médecine que l'on, à ce moment-là, à qui on accorderait ce droit. Le texte auquel nous avons abouti, selon les principes de rigueur et de justice, repose sur 7 principes. Un décret en Conseil d'État en précisera les conditions d'application, en particulier en fixant la liste des pathologies donnant droit à l'indemnisation. Première disposition majeure. Contrairement aux propositions de loi déposées précédemment, la période prise en compte couvre la totalité des travaux liés aux essais, démantèlement compris. C'était une des demandes, notamment de la VEN, de l'association, afin que nous couvrions la période de démantèlement. Allons pour ce qui est de l'Algérie, de 1960 à 1967, c'est la seule période qui est couverte. C'est-à-dire que les personnes qui ont résidé, séjourné dans ces lieux-là, entre telle date et telle date, pourraient, le cas échéant, faire valoir le droit à indemnisation. Toute personne ayant séjourné, résidé après le 1er janvier 1967-68 ne pourra pas faire valoir ses droits. La loi et le projet de décret d'application parlent de la même chose, et c'est comme si les radiations disparaissaient dès que les Français ont plié bagage. Deuxième principe, la charge de la preuve est désormais renversée. Le lien de causalité est présumé dès lors que vous faites la preuve d'avoir été présent lors de l'un des essais. Ce qu'affirme le ministre est contraire à la vérité. Il n'est pas vrai de dire qu'il appartiendra au ministre de la Défense d'apporter la preuve contraire, que la charge de la preuve est renversée. C'est tout au contraire la grande difficulté pour les victimes qui devront démontrer qu'ils ont été exposés dans des conditions telles qu'ils peuvent bénéficier du système d'indemnisation, ce qui va, dans la plupart des cas, leur être extrêmement difficile. Ce ne sera plus à la victime de prouver que sa maladie est liée aux essais nucléaires, mais c'est à l'État qu'il appartiendra de contester et de contredire cette affirmation. Troisième principe, il n'est pas fait référence à un seuil d'exposition. Alors là, tout cela est faux. En ce sens que, contrairement à ce que dit le ministre, lorsqu'une victime aura été présente sur les sites et aura une des 18 pathologies figurant dans le décret, eh bien, elle aura toutes les chances de ne pas être indemnisée. Elle aura plus de chances de ne pas être indemnisée que d'être indemnisée, parce qu'il y a une sorte de subtilité dans le système qui fait que le comité d'indemnisation aura toujours la possibilité de considérer que le risque était négligeable compte tenu des seuils d'exposition qui vont jouer un rôle central, contrairement à ce que dit le ministre, dans le dispositif d'indemnisation. Et donc on va écarter la quasi-totalité des dossiers qui normalement devraient rentrer dans le cadre du système, puisque les gens auront les pathologies prévues par le décret et auront été sur les sites au moment prévu également par le décret. On va tout de même les écarter parce qu'on considérera qu'ils n'ont pas été suffisamment exposés au travers de mesures d'irradiation, de relevés d'irradiation, dont on sait qu'ils sont soit inexistants, soit erronés. Il y aura donc une analyse au cas par cas, et qui pourra se fonder notamment à travers l'étude épidémiologique qui aura été menée sur les 30 000 cas et sur l'ensemble des études scientifiques qui existent sur le sujet. Sur l'étude épidémiologique pour laquelle aucun argument de défense nationale ne peut être opposé,
eh bien, ces documents auraient dû être publiés dans un rapport depuis maintenant pratiquement 6 mois. Donc là, nous sommes au moment où s'ouvre la période d'indemnisation, puisque nous allons saisir dans les jours qui viennent le comité d'indemnisation. Nous n'avons à disposition aucun des éléments qui étaient annoncés par le ministre de la Défense. Tout le préjudice, quatrième principe, moral ou esthétique, sera pris en compte et donc indemnisé. Je n'ai pas lu ça dans la loi, je n'ai pas lu ça dans le décret, parce que si le préjudice moral doit être indemnisé, à ce moment-là, ce n'est pas 10 millions qu'il faut mettre sur la table. Et là, il faut un fonds d'indemnisation et non pas un budget voté chaque année au niveau du Parlement. C'est la réparation intégrale du préjudice. C'est le principe. Alors, réparation intégrale des préjudices, avec tout de même une différence, c'est que les préjudices des victimes seront indemnisés, mais dans tous les systèmes d'indemnisation qui obéissent au principe de réparation intégrale des préjudices, on indemnise également les victimes, les proches des victimes. C'est-à-dire qu'en cas de décès d'une victime, la veuve, les enfants ont droit non seulement au préjudice moral à la suite du décès, mais également au préjudice économique, dans la mesure où le décès crée une situation de difficulté économique pour les ayants droit. Là, dans ce système-là, très exceptionnellement, rien n'est prévu pour le préjudice économique et moral des veuves et des enfants des victimes. Cinquième principe, les demandes seront examinées par un comité indépendant, présidé par un magistrat et composé essentiellement de médecins. Ce comité sera chargé d'examiner chaque dossier et de proposer au ministre, le cas échéant, une indemnisation. C'est le ministre de la Défense qui accorde l'indemnisation. Je crois que là tout est dit sur cette question-là. C'est le ministre de la Défense qui accepte donc d'accorder cette indemnisation. Ce n'est donc pas un fonds indépendant. Sixième principe, la liste des maladies donnant droit à l'indemnisation n'est pas celle du Code de la Sécurité sociale, mais elle est celle de l'UNSCAR, c'est-à-dire le United Nations Scientific Committee for Effects of Atomic Radiation, c'est-à-dire le comité de l'ONU qui a fixé une liste beaucoup plus large et qui est la liste sur laquelle ont reposé les dispositifs existants aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La liste UNSCAR comprend 34 maladies. De mémoire, j'hésite toujours entre 34 ou 36, j'ai un trou là. 34 maladies. Le décret d'application en prévoit 18. Quand nous avons parlé de cette chose tout à fait anormale, il nous a été répondu que oui, mais la liste UNSCAR comprend des maladies qui rejoignent le nucléaire civil et pas nécessairement le nucléaire militaire. C'est vrai que les atomes, les neutrons, il y a ceux qui se mettent au garde à vous et ceux qui défilent dans la rue. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes dégâts. Enfin, toujours est-il que moi, tout ce que je viens d'entendre là, c'est qu'on pensait que la liste serait de, peut-être pas 34, parce qu'il y a des maladies cardiovasculaires qui sont encore contestées au niveau ONU, mais au minimum une trentaine. Or là, au final, on se retrouve avec 18. Septième principe, le demandeur, bien entendu, disposera des possibilités de recours devant le tribunal administratif s'il n'est pas satisfait de la décision. Mesdames et messieurs, grâce à ce projet de loi, nous sortirons des procès forcément longs et coûteux, des procès aléatoires, pour enfin faire valoir un droit à l'indemnisation des victimes malades des essais nucléaires. Oui, une remarque sur ce point, je ne suis pas sûr qu'on sorte, en tout cas pour la totalité des cas, des systèmes anciens et des procès aléatoires dont parle le ministre. J'ai par exemple en tête des procès que nous avons gagnés pour des maladies qui ne sont pas inscrites actuellement dans le décret, ce qui veut dire que dont la justice a reconnu qu'elle était liée aux essais nucléaires. Ce qui veut dire que dans un certain nombre de cas, dans le cadre du système actuel, des victimes qui ont été indemnisées sous le bénéfice de la loi ancienne, qui est une loi archaïque, ne seraient pas indemnisées dans le régime nouveau.
Et donc nous devrons, dans un certain nombre de cas, poursuivre les procès selon les anciennes méthodes, parce que la loi ne prend pas en compte la totalité des cas de contamination et d'irradiation. Régime qui sera le même pour tous, comme l'ont fait les Britanniques et les Américains. À ce jour, le projet de loi, en réalité, a été un projet de loi qui a été voté de manière précipitée. La concertation dont le ministre se prévaut, ou en tout cas s'est prévalu dans le cadre de sa conférence de presse de l'année 2009, n'a pas eu lieu comme nous l'espérions, puisqu'il n'est d'ailleurs toujours pas venu, lui-même, en personne, en Polynésie française, pour exposer les conditions et les critères sur lesquels il allait se baser pour finalement présenter son projet de loi au Parlement. Il n'est toujours pas venu en Polynésie française pour s'excuser de l'acte d'agression commis par la France qui est sous-jacent dans son projet de loi. Je crois que c'est par là que ça commence, d'une certaine manière. Et surtout, il a commis une erreur qui me paraît importante, c'est que, sur le plan politique, c'est qu'il a débattu d'un projet de loi qui porte sur des zones géographiques qui ne sont pas sur le territoire national, mais il les a débattus à Paris. Comment les populations concernées, notamment au Sahara, pourront se faire connaître aux services ou leurs ayants droit, d'ailleurs, parce que je crois que ça concerne aussi les ayants droit. Comment elles pourront se faire connaître? Comme tout citoyen du monde peut se faire connaître, en sachant que, je me permets de vous préciser qu'au Sahara, on était dans des zones extrêmement désertiques avec très peu de population et que on avait pour l'essentiel, on était sur des zones d'éviction de plusieurs centaines de kilomètres pour les essais. Selon les dossiers et selon les documents que nous avons en place et que j'ai pu consulter, pour l'essentiel, ces zones étaient désertiques et vidées de leur population. Alors il reste bien entendu la question qui a souvent été évoquée des nomades, etc. On examinera ça tranquillement, sereinement. Voilà, on examinera ça tranquillement, sereinement. Pour les nomades, là, je crois que c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on a un système qui me paraît tout à fait déraisonnable, notamment pour la période pendant laquelle les essais ont été effectués sur le territoire algérien, entre 1962 et 1966, après l'indépendance, et ont affecté nécessairement des populations algériennes. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est pas moi qui vais aller les voir. Hein. Enfin, vous ne répondez pas à ma question. Mais si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment? La question c'est comment ces gens-là, qui effectivement sont souvent... Ils pourront nous consulter, là, ils pourront nous contacter de la même façon que n'importe qui. Leur demander à un nomade de vendre son chameau ou une chèvre pour venir prendre un billet Air France et venir à Paris pour déposer une demande dans un service administratif et qui sera nécessairement aléatoire pour après faire un recours administratif au tribunal administratif, au Conseil d'État, pour pouvoir avoir un droit totalement hypothétique parce que la loi, d'une manière ou d'une autre, ne le prend pas en charge. Ils déposeront un dossier au ministère de la Défense comme n'importe quel... Via l'ambassade. Via l'ambassade, les consulats, enfin, il y a des moyens diplomatiques pour tout ça. Enfin, faut pas... On voit donc là le Parlement français qui légifère pour des événements qui se sont produits sur le territoire d'un pays étranger et qui ont eu des conséquences sur les ressortissants de ce pays. Je vois mal, on comprend le caractère radicalement inadapté de la législation qui a été mise en place à cet égard. J'ai envie de dire que cette loi, en réalité, je ne souhaite pas qu'elle soit interprétée par l'opinion publique nationale comme une loi qui réussisse à dédouaner moralement et éthiquement la nation française par rapport aux erreurs qui ont été commises, voire aux agressions qui ont été commises, que ce soit en Algérie ou en Polynésie française. Ces agressions-là n'ont pas été vécues simplement comme des erreurs couvertes par la raison d'État, mais ont été perçues comme des faits coloniaux, comme des faits qui relèvent d'un certain colonialisme. Le fait nucléaire est un fait colonial en Polynésie française, mais d'ailleurs même débattu devant devant le Parlement algérien comme aussi un acte qui représente un crime contre l'humanité. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, la loi Morin n'est pas là pour essayer de dédouaner. Là, en tout cas, si c'était son objectif, eh bien, elle s'y prend très mal. Monsieur le ministre. Monsieur Asquin. Ah, pardon. Allez-y. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Il y a même le numéro vert, me dit un de vos collègues.
J'ai pas osé dire le numéro vert parce que je me suis dit qu'il allait me dire que qu'ils n'avaient pas télé.